Merci pour l'invitation. Effectivement, on est aujourd'hui dans un contexte évidemment de décarbonation et d'électrification. Ce sont effectivement les objectifs et cette électrification croissante, elle est nécessaire. On a parlé de la PPE 3 tout à l'heure. Elle prévoit effectivement un accroissement de la part de l'électricité dans le mix énergétique français et il y a la même tendance au niveau européen. Au niveau français, aujourd'hui, le gaz représente environ 25% du mix énergétique. Et dans la PPE, les chiffres qui sont sortis il y a quelques jours, le gaz continuera à jouer un rôle important. Il va représenter environ 18% du mix énergétique en 2035. Donc il y a une tendance à la baisse et il y a effectivement des efforts de sobriété, d'efficacité énergétique et une baisse aussi de la consommation industrielle historique qui s'est traduit par une baisse de la consommation gazière ces dernières années. Et la baisse, elle va se poursuivre parce qu'il va y avoir aussi davantage, un petit peu plus d'électrification. Ceci dit, aujourd'hui, il y a certains usages qui sont très compliqués à électrifier et c'est pour ça qu'on considère que le gaz va continuer à jouer un rôle important. D'abord, dans le résidentiel, on en parle beaucoup, je pense que Adeline en parlera aussi. Il y a quand même des solutions, notamment sur les packs hybrides qui permettent de répondre à des moments de demande de pointe électrique et donc qui sont intéressantes pour maintenir le rôle du gaz dans le résidentiel. Il y a aussi un rôle du gaz essentiel dans la mobilité lourde. Dans l'industrie, c'est vraiment un point très important. Il y a certains process industriels qui ne peuvent pas s'électrifier. Dans l'industrie chimique, dans le verre, l'acier, les bâtiments, on le voit sur notre réseau, c'est très compliqué et c'est très coûteux. Dans un contexte de compétitivité internationale et de pression constante sur l'industrie, c'est aussi important de maintenir des solutions compétitives. Et puis quand on regarde différents scénarios de réindustrialisation, on voit bien que là, la consommation de gaz elle varie et donc c'est important aussi de prendre ce vecteur-là en compte. Et puis pour la production d'électricité aussi, il y a certains scénarios qui montrent qu'on pourrait avoir dans des moments de pic là aussi besoin d'avoir recours aux centrales à gaz. Donc voilà, pour toutes ces raisons, le gaz va continuer à jouer un rôle, d'autant plus qu'il va être de plus en plus décarboné. On a des parts de biométhane et de gaz vert qui sont croissantes et on sait qu'on a un potentiel très important pour développer ça et donc pour décarboner progressivement le gaz. Donc c'est une partie claire de la solution parce qu'on ne peut pas tout électrifier, d'où l'importance de maintenir les infrastructures, que ce soit des infrastructures de transport, de distribution ou de stockage, pour des enjeux de résilience, de sécurité d'approvisionnement et aussi de souveraineté. On a parlé de souveraineté dans la première table ronde. C'est important aussi de dire qu'on a des sites de stockage et donc ça permet effectivement de maintenir cette souveraineté énergétique et de pouvoir aussi répondre à des besoins de flexibilité de l'ensemble du système. Et puis à côté de ce réseau gazier, on parle des gaz et là, je pense que Adeline aussi en parlera, on développe là aussi des solutions aussi pour les industriels, que ça soit sur l'hydrogène. On a des projets sur l'hydrogène Barmar, on est partenaire sur le projet Barmar, on en parlera certainement un petit peu plus tard dans la table ronde. On a côté Terega un projet qu'on appelle ISO, qui est le projet de transport et de stockage d'hydrogène dans le sud-ouest de la France, qui relie différents hubs industriels et qui a aussi un site de stockage de 500 gigawattheures, donc un potentiel important de stockage d'hydrogène donc dans le sud-ouest. Ce sont des solutions qui sont importantes pour les industriels, pour décarboner, mais aussi pour la mobilité lourde, pour les e-carburants. On a aussi parlé un peu des e-carburants ce matin. Et puis, à côté de ça, il y a le CCUS. C'est quand même une solution très importante pour aussi aider et pouvoir capter des émissions incompressibles, résiduelles incompressibles. Et là aussi, on est engagé dans plusieurs projets. Dans le sud-ouest, on a un projet PCI de transport et de stockage de CO2, et donc avec un fort potentiel de CO2 biogénique et aussi, là aussi, on a des sites de stockage, un important potentiel de stockage géologique de CO2 dans le sud-ouest de la France et donc c'est important parce que là aussi, on développe des solutions totalement souveraines sur l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis la capture jusqu'au transport et le stockage et possiblement la réutilisation du CO2. Donc pour toutes ces raisons, on considère que les gaz vont continuer à jouer un rôle important dans la décarbonation et sont totalement complémentaires à une électrification croissante de l'économie.
Donc, je laisse Madame Duterque donner son point de vue sur ce sujet. Merci. Donc quelques éléments complémentaires par rapport à ce qu'a dit Marie-Claire. Finalement, quand on regarde les questions de transition énergétique, il y a évidemment la décarbonation, mais il y a bien évidemment la résilience, la souveraineté, la compétitivité qui font partie des quatre pieds de la table, en fait. Hein. Et donc on sent bien qu'il n'y a aucune solution énergétique qui, à elle seule, est capable d'adresser ces quatre enjeux. Et donc, sinon, ça fait longtemps que tout le monde l'aurait choisi, un peu partout dans le monde entier. Et donc, on sent bien que la solution, elle est dans la complémentarité. Et que l'électricité, tu l'as dit, hein, c'est le socle de la décarbonation. En énergie finale, c'est le plus efficace, évidemment. Mais dès lors qu'on raisonne en système, finalement, on s'aperçoit qu'à elle seule, elle ne peut pas fonctionner, puisque plus on électrifie, plus il y a des questions de renforcement de réseau, des questions d'écrêtement, des questions de modulation avec l'intégration des énergies renouvelables qui sont de plus en plus difficiles à accommoder. Dans la table ronde précédente, on l'a dit, les coûts associés à cette électrification, ils se chiffrent en centaines de milliards d'euros, rien que pour la France, hein, je parle rien que pour la France. Et donc, on voit bien qu'il va falloir avoir une complémentarité, c'est-à-dire la meilleure énergie au meilleur endroit. Je ne reviens pas sur les usages qui sont effectivement non électrifiables. Ceux-là, il n'y a pas de sujet, ils ne sont pas électrifiables. Donc, il faudra bien trouver des solutions à base de molécules. Mais il y a aussi toute la question de la sécurité d'approvisionnement dans son ensemble. Et ça, les réseaux gaziers n'ont plus à démontrer qu'ils sont au rendez-vous pour cette valeur assurantielle de l'ensemble du système énergétique et pas seulement du système gazier. Ils étaient là quand il y a eu la crise en Ukraine et quand il a fallu inverser les flux pour venir approvisionner en gaz l'industrie allemande, à une époque où, souvenez-vous, les centrales électriques ne fonctionnaient pas ou très peu en France, et donc il avait fallu inverser les flux aussi de l'Allemagne en électricité vers la France. Et donc il y a cette solidarité, cette valeur assurantielle qui est indispensable. Et donc à partir du moment où on se dit qu'il faudra de toute façon une complémentarité électron-molécule, avec en socle l'électricité et en complément la molécule. Le sujet, c'est comment on les décarbone de manière accélérée, ces molécules gazières. Et là, il y a quelque chose, moi, qui me choque un peu, en fait. Je ne comprends pas qu'au niveau européen, on ne parle pas plus du biogaz. En fait, le biogaz, il permet... C'est une solution souveraine, la production est pour le coup ultra locale. C'est une solution qui est compétitive, qui a des effets positifs sur l'agriculture, qui est compétitive parce que, tu l'as dit, ça coûte cher aussi de changer les systèmes, des industriels, de chauffage, etc. Et donc, pourquoi est-ce qu'on ne met pas plus le paquet sur le biogaz au niveau européen? Ça, c'est quelque chose pour lequel j'ai du mal à comprendre et je m'arrête là. Effectivement, ça fait une... Posé à Monsieur Béguinet, effectivement, la question du biométhane. Aujourd'hui, on parle des certificats de biométhane. En France, on a introduit les certificats de production pour pouvoir diversifier les sources de financement pour cette énergie qui est prometteuse et qui a été encouragée par la PPE3. Est-ce qu'on peut imaginer un mécanisme européen à l'image du système de quotas pour pouvoir favoriser ces gaz renouvelables ou de façon plus générale, comment et pourquoi est-ce qu'on ne parle pas assez du biométhane dans le mix énergétique actuel? Je n'avais pas anticipé la question, mais je vais la traiter en remontant d'un cran. Alors d'abord, moi je suis un électricien. Je vais faire plaisir au jeune homme qui évoquait European DSO Entity. Je suis d'Enedis, qui est un distributeur d'électricité, mais j'ai travaillé dans le gaz, dans les réseaux de gaz. Aujourd'hui, ça s'appelle GRDF en France, mais c'était il y a quelques temps. Pour traiter de la question du biogaz, je commencerai d'abord par poser une question complémentaire. C'est qu'est-ce qu'on va faire de ce biogaz? Moi, la première question, et d'ailleurs, c'est une question qui est plus politique que technique, voire même qu'économique. Une ministre de l'énergie en France, Agnès Pannier-Runacher, que je rencontrais, m'avait dit mais le biométhane je l'ai déjà vendu 4 fois. Donc pour caractériser le propos, moi j'ai rencontré la filière aéronautique qui travaille sur les SAF, les Sustainable Aviation Fuel, qui eux sont dans l'idée d'acheter tout le biométhane parce qu'ils vont en avoir besoin.
Et puis, il y a des gens qui travaillent sur les pompes à chaleur hybrides, notamment qui se disent il va falloir continuer à acheminer du gaz dans les réseaux de distribution pour que les gens puissent se chauffer. Et puis, il y a des industriels qui se disent moi, je vais prendre le biométhane pour faire tourner mes fours pour fabriquer du verre. Et donc, il y a un moment où se pose la question qui est d'un ordre politique de mon point de vue. Et j'adhère complètement à ce qui a été dit, il faudra du gaz. La question se pose pas, il faudra du gaz. La souplesse qu'amène le gaz en tant qu'énergie et sans commune mesure avec la complexité de l'électricité, on l'a vu dans la première table ronde. Donc il faudra du gaz évidemment renouvelable, il faudra du gaz sans doute fossile corrélé à des CCUS, à de la capture de carbone, mais il y en aura moins qu'aujourd'hui. Je pense qu'il faut qu'on soit tous à l'aise pour dire qu'il y en aura toujours, mais il y en aura moins qu'aujourd'hui, et comme il y en aura moins qu'aujourd'hui, vers quoi on le destine? Et c'est hyper structurant. Et de ma perception des choses, cette question-là doit être traitée avant qu'on appréhende notamment des dispositifs d'accompagnement de sa production. Je vais être très rapide. Si on le destine, par exemple, à l'aviation civile, si on augmente, en tout cas c'est mon point de vue et celui de l'organisation que je représente entre autres, elle était écrite au-dessus, si on augmente le carburant de l'aviation civile parce qu'on utilise du biométhane qui est plus cher pour fabriquer le carburant que ne l'est le kérosène natif, c'est pas très grave. Je veux dire par là, les gens paieront un ticket d'avion plus cher qu'ils ne le payent aujourd'hui. À l'inverse, si le biométhane, on le destine, pourquoi pas, à un usage de chauffage pour des consommateurs qui sont en collectif, qui n'ont pas forcément un portefeuille très rempli, là se posera la question de l'aide, de l'accompagnement à la production de biométhane. Donc il me paraît, donc étant membre du comité économique et social européen, quand on y travaillera, se posera la question de ce vers quoi on destine le biométhane. Et ça me semble être une question d'abord politique, et on verra comment on traite cette question-là, tant économiquement que techniquement, en espérant avoir répondu à ta question. Oui, c'est parfait. Ça me permet aussi de passer au deuxième thème, c'est-à-dire le financement plutôt préventif, c'est-à-dire le traitement des coûts échoués. Alors de façon plus générale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessairement de coûts échoués selon les vecteurs. En tout cas, quelles options vous paraissent réalistes? Est-ce qu'il y a une absence de coûts échoués? Ou bien est-ce qu'il faut un allongement, un amortissement régulatoire, une socialisation partielle, une réallocation entre usagers, un financement public ciblé ou des mécanismes transitoires ou toute autre solution qui vous paraît adéquate? Donc je recommence avec Madame Aoun si elle le souhaite. Oui, merci. Alors sur cette question de coûts échoués, je pense que Madame Wargon n'est plus là, mais la CRE a mené un travail très intéressant il y a 2 ans déjà. Elle a publié un premier rapport et on travaille aujourd'hui avec la CRE pour la phase 2. Dans ce rapport, la CRE a étudié différents scénarios de demande gazière et en face de ces scénarios, quel est l'impact sur les infrastructures. Et de manière générale, la conclusion de ce rapport, c'est que même dans des scénarios de très forte baisse de demande gazière, donc le scénario S1 de l'ADEME, donc vraiment le scénario le plus bas, en fait, on a toujours besoin des infrastructures gazières parce qu'on a besoin de les maintenir et donc on a toujours des investissements qui sont nécessaires. Et donc, la part de coûts échoués dans ce rapport, sur une base macroéconomique, je dirais, elle est de 3 à 5% des canalisations, quelques compresseurs. Et puis après, la question, elle peut se poser sur les stockages à long terme. Est-ce qu'on a besoin de maintenir tous ces stockages dans un contexte de baisse de la demande gazière de manière significative? Donc, la CRE a déjà donné sa première conclusion et là, dans la phase 2, on travaille davantage pour répondre à des questions que vous posez. Dans le cas où il y aurait des coûts échoués, quel est le vrai mécanisme, quel est le coût, etc. Donc, on ne pourra pas donner une réponse complète à ce stade parce que les travaux sont en cours. Maintenant, avant de commencer à parler des coûts échoués, il y a aussi un potentiel de conversion important qui existe aujourd'hui dans les réseaux gaziers. Côté Teréga, on développe le projet d'hydrogène. Dans le projet d'hydrogène, on a à peu près, sur 650 km de canalisation d'hydrogène, on estime qu'on pourra convertir
30% de canalisations gazières qui sont doublées ou triplées à certains endroits et qu'on pourra utiliser pour le gaz. D'ailleurs, entre parenthèses, tout ça aussi signifie que le réseau gazier français n'a jamais été vraiment surdimensionné par rapport aux besoins et donc en fait le potentiel de coûts échoués, c'est pour ça qu'il n'est pas non plus très très élevé. Et donc voilà. Et ensuite, avant aussi de parler de coûts échoués, la France se situe aussi dans un marché européen avec des transits. Et donc, on a quand même encore besoin d'évaluer aussi les besoins de transit par rapport à nos voisins avant de se dire, ce bout de canalisation, j'en ai vraiment plus besoin pour mes besoins à moi, mais peut-être que pour les besoins des voisins, on en aura besoin. Donc, je pense qu'il y a toute cette analyse quand même à mener avant de tirer des conclusions des coûts échoués. Maintenant, si jamais on est dans un contexte, effectivement, où certaines bouts de canalisation, on considère qu'elles ne vont plus être utilisées, ni pour le gaz, ni pour l'hydrogène, ni pour autre chose, et qu'on entre dans cette dynamique, la question des mécanismes, elle est à discuter. La réduction de la durée d'amortissement, ça paraît quelque chose de très logique et qu'on peut appréhender au premier abord dans la mesure où ça a déjà été utilisé par la Creux dans le dernier tarif, notamment pour les nouvelles canalisations. On a réduit leur durée d'amortissement de 50 à 30 ans. Donc c'est quelque chose qui peut être réfléchi. Et puis après, on peut aussi discuter de est-ce qu'on peut redistribuer une partie du tarif à d'autres utilisateurs, peut-être les interactions avec le système électrique, parce qu'on sait que le système gazier, il apporte des bénéfices aussi de manière générale au système électrique. C'est des choses qu'il faudrait peut-être à un moment discuter si on entre effectivement dans ces discussions de coûts échoués. Voilà, je m'arrête là. Je me permets de reposer la même question à Madame Duterque et en bonus et éventuellement s'il y a une approche européenne pour adresser ces sujets, qui restent d'abord nationaux, mais comme il y a le backbone hydrogène, finalement, est-ce que via une agence éventuelle, quelle possibilité d'approche européenne sur ces points-là? Oui, alors déjà peut-être revenir un tout petit peu sur ce que tu as dit sur les coûts échoués. En fait, on entend quand même beaucoup de personnes qui disent il va falloir commencer à démanteler les réseaux gaz. Enfin, c'est la petite musique qu'on entend beaucoup. Je reviens pas sur ce que tu as dit. Je dis juste que c'est quand même. Ok. Je dis juste que c'est quand même une approche qui reviendrait à dire finalement on va retirer un système de sécurité sans savoir exactement par quoi on va le remplacer. Ça me paraît pas une approche extrêmement responsable. Voilà. Alors ensuite sur le principe, je suis d'accord avec toi que finalement ça va être en tout cas à court et à moyen terme extrêmement limité les décommissionnements, mais il va y en avoir, parce qu'à terme, de toute façon, la baisse est inéluctable des consommations de gaz, donc il va finir par y en avoir. Et donc après, sur quel principe est-ce qu'il faut finalement financer ces décommissionnements? Moi, j'ai tendance à dire que le changement d'une énergie vers une autre, c'est un choix de politique publique. J'ai l'exemple d'une ville française qui a choisi de subventionner massivement un réseau de chaleur. Elle possédait par ailleurs le réseau de gaz, puisque le réseau de distribution, et elle s'est aperçue qu'après avoir subventionné massivement le réseau de chaleur, évidemment, sans surprise, les consommations sur le réseau de gaz baissaient, et que donc il y avait un problème pour les derniers utilisateurs de gaz, c'est qu'ils devaient financer des coûts très élevés, et elle s'est retournée vers les pouvoirs publics en disant qu'est-ce que je fais, aidez-moi, Alors qu'en fait, c'était vraiment la conséquence de sa décision aussi. Et donc, c'est pour ça que je pense que le financement de cette affaire-là, il doit se faire soit via des mécanismes budgétaires publics des décideurs qui ont pris cette décision-là, soit effectivement le socialiser entre tous les utilisateurs d'énergie, puisque quand on en baisse un, on le transfère à l'autre. Après, sur votre question complémentaire sur l'approche européenne, je suis pas sûr que l'Europe puisse apporter énormément sur les mécanismes de financement. Je pense que ça va relever quand même des régulateurs français, de la situation de départ entre les différents réseaux, de la situation cible, etc. Je pense en revanche que ce que peut faire l'Europe, c'est d'avoir cette vision coordonnée et à long terme entre les différents réseaux, de comment ils vont évoluer les uns et les autres. Et ça, ce serait vraiment quelque chose qui permettrait d'y voir clair. And then I switch to English to welcome our dear Ismini Kyriazopoulou for the financing of intertemporal infrastructure. So is a dedicated European vehicle needed
More specifically, do you agree that a European instrument is needed to acquire long-term high-risk investment, networks, interconnection, hydrogen storage that markets struggle in finance on their own? What do you think about that? Well, thank you very much, first of all, for the invitation and for pronouncing my name properly. You're one of the few. Well, let me introduce myself. I am Ms. Mini Kyriazopoulou. I am from the European Investment Bank, but I am not a banker. I am an engineer. I am an Oompa Loompa of science. And I'm here today because I am the head of the Energy Networks Division. Until the end of 2025, we were dealing mostly with electricity. Now we also have the rest of the networks, meaning hydrogen networks whenever those come, and district heating networks as well. So I'm here today, and I thank you for your question. I have a feeling that we are not there yet. We are not there yet. We are not there at a pan-European the need for a pan-European vehicle to address the needs of a market that is in its infancy. A lot of colleagues feel that we are sometimes, when it comes to hydrogen or biomethane, or biogas, we are circling the drain in a way. We are going around and around. I think that we shouldn't be that anxious. I believe that systems do not go from 0 to 100. I'm a systems person. Whatever that system delivers, electrons, molecules, they don't go from 0 to 100 over, let's say, a couple of years just because we want them to. And it's not convenient for us anymore to be buying gas from X, Y, Z. So we need to pace ourselves. We need to invest first and support the financing and the financing of investments that make more sense at this point when it comes to hydrogen, when it comes to other low-carbon fuels. And then once we learn from those experiences, we take it further. You will see now with the electricity markets, with electricity investments, we are almost done with the vanilla investments. We are going forward with more complicated and more complex finance instruments because we have reached that point, but we are not there yet. This is my personal take as an engineer. Thank you very much. Maybe I can react on this. Yeah. I was about to ask you the question. Quelle forme vous semble donc la plus utile dans ce cas-là? Une plateforme BEI, des banques publiques nationales, et quel serait le bon critère de sélection des projets notamment? En fait, moi, je pense, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites, qu'on n'y est pas encore. Je pense qu'au contraire, il y a un certain nombre de marchés qui ne se développeront pas si on n'a pas les mécanismes pour les financer. Je pense notamment au marché de l'hydrogène, où on a, où en fait, ce sont des marchés à coût fixe. Enfin, des infrastructures de transport d'hydrogène sont des investissements massifs à coût fixe, et donc aucun investisseur n'ira s'il n'a pas une certaine sécurité. Pour la même raison, parce que c'est à coût fixe, on a besoin, pour optimiser dans la durée, d'avoir finalement, dès le départ, les investissements qui sont faits en fonction de la cible qu'on vise, je pense. C'est-à-dire que si on construit juste le tuyau qui va du point A au point B, parce qu'il y a tout de suite un client A et un producteur B, en fait, quand le marché se développera, on devra construire des tuyaux à côté, et en fait, le coût pour la collectivité sera bien supérieur que si on avait correctement dimensionné dès le départ. Et donc, pour ça, je pense que on a besoin quand même d'un mécanisme, finalement, dans pas si longtemps que ça. C'était, voilà, j'ai pas répondu à votre question, mais
Mais je peux le faire aussi. Effectivement, ça m'intéresserait, mais de toute façon, on pourra rester un peu de temps sur cette question, c'est-à-dire que quelle est enfin, l'objectif, c'est aussi l'interaction, c'est quelle forme semble la plus utile justement pour financer cela et quel est le bon critère de sélection des projets qu'on envisage sur ce point. Alors, je vais aussi dans le sens d'Adeline. En fait, moi, je serais totalement d'accord avec vous si on avait le temps, si on avait 10 ans ou 20 ans pour développer les marchés de l'hydrogène comme on l'avait sur le marché de l'électricité. C'est-à-dire que ce que vous dites, c'est un débat qu'on a beaucoup en France, c'est-à-dire de laisser le marché se développer, d'identifier les zones de demande, les zones de production, de commencer par une approche hub, et puis progressivement de développer le marché européen. Sauf qu'en fait, pour l'hydrogène, on n'a pas le temps, en fait, parce qu'on a des objectifs de décarbonation et on a nos objectifs 2030, 2040, 2050. Et donc, en fait, on n'a pas le temps de laisser développer ce marché. Donc, on a besoin d'anticiper les investissements et la demande future. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir ce mécanisme de financement. Alors, de là à dire qu'on a besoin d'un mécanisme de financement pan-européen, je pense qu'on peut envisager que c'est une approche corridor par projet. Typiquement, nous, on travaille dans le projet H2Med Barmar. Et là, on a quand même un corridor où on sait qu'il y a des zones de production d'hydrogène très compétitives en Espagne. Il y a des zones de demande en Allemagne, de demande industrielle et des vrais besoins pour maintenir une industrie européenne. Et donc, sur ce corridor-là, on a besoin d'avoir ce mécanisme. Alors, quelle forme ça pourrait prendre ? Il y a le mécanisme allemand qui a déjà été mis en place, qui est le compte d'amortissement. C'est-à-dire qu'en fait, on va combiner d'abord ce qu'on appelle l'approche intertemporelle, l'allocation intertemporelle des coûts. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que les premiers utilisateurs de ce tuyau ne payent pas le prix maximal. Donc les premiers venus, ceux qui vont prendre le risque de s'engager, on va pas tarifer au maximum parce que sinon on va les décourager, on va jamais y arriver. Et donc ça permet aussi d'avoir une garantie d'État ou un mécanisme d'amortissement à l'allemande qui fait que à partir d'un certain moment d'utilisation de tuyaux, si jamais le marché n'est pas au rendez-vous, en fait, il y a un mécanisme, une garantie d'État, peut-être via une garantie européenne quand il s'agira de projets qui ont des bénéfices européens, comme celui-ci, qui pourra effectivement couvrir et combler une partie. Dans le cas allemand, c'est une partie du manque à gagner pour les TSO. Aujourd'hui, si on n'a pas ce mécanisme-là, en fait, on ne pourra pas investir dans les infrastructures. On pourra faire qu'un électrolyseur et un tuyau, une production, comme l'a dit Adeline, juste dimensionné aux justes besoins identifiés aujourd'hui. Et en fait, on s'arrêtera là et on va avoir un prix de l'hydrogène très cher, pas du tout compétitif. Et en fait, on s'arrêtera là et on attendra 5 ans, 10 ans pour développer un vrai marché de l'hydrogène. On a besoin d'avoir un mécanisme d'État qui va nous permettre d'initier ces premiers investissements. Voilà. So maybe Mrs. Ismeni, do you have any reaction about these answers? And then Mr. Christophe Beguinet. Well, first of all, we are following very closely the developments both in Germany and in France, and indeed in Germany, it seems that we are approaching something that, let's say, would be bankable in the broader terms, but remains to be seen. You mentioned the corridors. Obviously, the corridors, nobody is challenging the corridors. But what I wanted to say before is that we need to start from somewhere. And starting from somewhere means that we need to start from something that looks like an ecosystem already in place. We did 5 years ago with France and the region of Occitanie. EIB is financing part of that exercise. But it was, let's face it, it was 2020, and today it's 2025. And the electrolyzer is still, if I'm not mistaken, in the making. Let me put it this way. So it's not going to happen as fast as we would wish it to be. And we need to start from somewhere, and we need to start from somewhere that will not discourage future investments. That's why my personal view is that we need to extract these cases which can be, let's say,
a demonstration for the future, and then go forward because you can put all the money on the table today, but you cannot take a system from 0 to 100 because you put the money on the table. The system, it's not just about, in the previous session we heard about equipment and the shortage of equipment when it comes to electricity, grids, transformers, cables. This is a pain point. But it's not just about the equipment, it's about the people. It's about do the TSOs and the DSOs and the operators, do they have the capacity to go from an investment plan that is X today to 10X? Can you follow those investments? Can you mobilize the procurement? There are many, so that was my point. Christophe, tu voulais réagir? Oui, c'est vraiment une réaction. Je vais être d'accord avec Ismini, puis je m'arrête à Ismini. Je suis un ingénieur également. Je suis assez d'accord et j'essaye d'être observateur. Je l'ai fait tout à l'heure. J'ai pas fait plaisir au député Bruno Tobac quand je lui ai expliqué ce que j'entendais du gouvernement belge. Là, j'ai parlé de la France et des drôles de choses qu'on peut y faire aussi. Il y a 1 an ou 2, le plus gros projet d'électrolyseur en France était en Bretagne. Alors, je sais plus qui était le porteur de projet. Alors, la Bretagne, c'est rigolo parce qu'ils n'ont pas d'électricité, en tout cas juste assez pour alimenter les clients locaux, et il n'y a pas d'industrie. Et c'est bizarre parce que l'hydrogène, dans ma représentation, dans ce que je défends, c'est d'abord pour de l'industrie, et ça va passer par l'électrolyse de l'eau. Donc, il faut de l'électricité et des industriels. Et si je poursuis l'observation, l'analyse, en France, on consomme presque 1 million de tonnes d'hydrogène aujourd'hui. On en produit tout autant, ce qu'on produit, ce qu'on consomme. Donc on part pas de rien. Mais bizarrement, il n'y a pas d'hydrogène au duc. Je ne sais pas comment le dire, c'est aussi compliqué que certains noms de famille. Donc il n'y a pas de transport d'hydrogène à longue distance. On consomme 1 million de tonnes d'hydrogène, on produit 1 million de tonnes d'hydrogène, et on n'a pas besoin de gros moyens de transport. Donc, je pense qu'effectivement, on n'est pas encore à un système stabilisé. Je pense qu'il faut être prudent, et je rejoins tout à fait ce qui a été dit par Ismini. On n'y est pas. Peut-être qu'on produira l'hydrogène à côté de là où on le consomme, et donc il y aura moins besoin d'infrastructures. Peut-être que ce sera autrement, mais ça sera sans doute pas des électrolyseurs en Bretagne. Ça, je suis à peu près sûr. Oui, bien sûr. Clarifier juste un point. Je vais le faire en français. L'idée n'est pas de demander de l'argent supplémentaire derrière ce mécanisme, en fait. Quand on développe les projets d'hydrogène, on a une part de subvention et on est très content d'avoir le CEF et de voir aussi que le mécanisme européen, aujourd'hui, a été renforcé. Donc, on a une subvention publique et on est très content de l'avoir. En complément de cette subvention publique, parce que les besoins d'investissement sont colossaux, vous l'avez dit, on a aussi, on va chercher aussi à avoir des contrats long terme avec les clients qui vont s'engager sur du long terme. Mais sauf que ça va pas suffire à financer ces projets-là. Et en fait, aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est de dérisquer en fait ces projets. Et donc l'idée n'est pas de demander de l'argent supplémentaire, mais plutôt d'avoir une garantie d'État, quelque chose qui permette en fait de rassurer les investisseurs pour qu'il y ait de l'argent privé qui vienne, parce que voilà, on a des investisseurs privés et qui aujourd'hui veulent développer l'hydrogène dans un moment où on n'a même pas de régulation. Parce qu'aujourd'hui, le cadre régulatoire de l'hydrogène n'est pas transposé encore dans les pays. Dans les 4 pays là où on développe le corridor, on n'a pas encore de cadre d'hydrogène. On n'est même pas mandaté formellement, ni Terega ni Natran, à être HTNO. Donc en fait, on a besoin d'avoir un mécanisme de dérisking de ces infrastructures. Et donc l'idée n'est pas encore une fois de demander de la subvention supplémentaire, ça je suis entièrement d'accord avec vous, mais d'avoir une espèce de garantie long terme qui donne confiance quelque part aux investisseurs que l'État pense et croit que le marché va se développer dans 10 ans, 15 ans, etc. Voilà, je voulais juste clarifier ce point-là. Merci. Merci beaucoup. Je vais passer à la 4e question. J'ai priorisé Madame Duterre puisqu'elle doit nous quitter dans quelques minutes pour des convenances professionnelles.
Donc, s'agissant du plan d'action pour une énergie abordable, donc quelles retombées concrètes pour les infrastructures? Il y a notamment le plan d'action de la Commission, publié donc en début d'année 2025, comme évoqué, mais en avant une hausse des investissements en recherche et innovation dans le cadre de l'Union de l'énergie pour des solutions énergétiques propres. Donc, quelles sont les perspectives concrètes pour un opérateur d'infrastructure, les projets pilotes, les démonstrateurs, la numérisation, l'adaptation des réseaux, etc. et d'autres points que je n'ai peut-être pas soulevés. Ouais, je vais être assez rapide sur la réponse. D'abord, peut-être dire sur les molécules vertes, on n'a pas de gap technologique. Hein. Donc, la recherche et développement, ça va pas être rocket science. Hein. Les solutions, elles existent pour certaines depuis plusieurs centaines d'années. Donc, le sujet n'est pas là. Voilà. Il va être plutôt dans l'optimisation, le fait que le pilotage des réseaux, en fait, puisqu'on va passer d'un système où on avait, par exemple, en France, moins d'une dizaine de points d'injection de gaz qui venaient de l'étranger, à un système où on a 800 000 producteurs demain de biométhane et qu'il faut pouvoir acheminer sur le réseau. Donc c'est plutôt des choses autour de la numérisation, des évolutions de la maintenance, enfin, tout ce qui va consister aussi à réduire les coûts. Mais il n'y a pas vraiment de rupture technologique attendue, comme par exemple on pourrait imaginer en électricité pour électrifier les cas d'usage que tu disais qui sont aujourd'hui impossibles à électrifier. Non, il n'y a pas ce sujet-là. En revanche, quand on faisait référence tout à l'heure au biométhane et en disant finalement Madame Pannier-Runacher qui disait qu'elle avait déjà vendu 4 fois le biométhane, c'est parce qu'elle n'a vendu que la méthanisation. Or, il y a d'autres solutions de produire du biométhane et augmenter significativement les volumes. C'est ce qu'on appelle le biométhane de deuxième génération, qui est la pyrogazéification et à plus long terme la gazéification hydrothermale. Et si on parle de la pyrogazéification, qui fait appel à d'autres ressources de biomasse, donc qui n'est pas du tout concurrente avec les sujets que Madame Pannier-Runacher a déjà vendus, pour ces solutions-là, le sujet, alors là non plus, c'est pas de la recherche et développement, hein, les solutions existent, mais c'est plutôt un accompagnement pour le passage à l'échelle industrielle de ces solutions-là qui serait souhaitable. Merci beaucoup. Est-ce que Madame Aoun peut ajouter des éléments concernant Terega? Non, mais je vais dans le même sens qu'Adeline. Effectivement, il n'y a pas de rupture technologique. On a aussi différents projets pilotes pour de la conversion, par exemple, de canalisation ou pour de l'injection de blending. Donc, on mélange H2 et CO2 et CH4, pardon. Ou alors, on a des pilotes aussi pour la séparation. Donc, il y a effectivement différents modules, mais on n'est pas dans de la vraie rupture technologique, comme l'a dit Adeline. Je rejoins parfaitement, il y a un besoin d'accompagnement une fois ces solutions sont mises sur le marché financièrement pour qu'elles puissent monter à l'échelle. Mais il y a aussi un sujet, je pense, mais on n'est pas dans de la R&D quand même, d'accompagnement en termes d'acceptabilité. Là, je vais prendre l'exemple du CO2. Aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de nouveau. S'il est déployé effectivement à grande échelle, il y a un besoin aussi d'accompagnement en termes d'acceptabilité locale, surtout si on est dans des situations dans des projets de stockage onshore. Nous, on le voit dans le sud-ouest, et donc on a un besoin d'accompagnement au niveau local, et donc de vraiment faire le lien entre la stratégie nationale sur le CCUS et les autorités locales. Et donc voilà, expliquer un effort aussi de pédagogie et d'acceptabilité qui nous paraît nécessaire. Merci beaucoup. Et effectivement, dans le plan d'action pour l'énergie abordable, il est mentionné la BEI pour le cadre de l'Union de l'énergie, notamment pour le développement de la REI. Alors, si j'ai bien compris, effectivement, la Banque européenne d'investissement agit en aval, mais quels sont votre point de vue s'agissant en particulier des solutions énergétiques propres et des interconnexions plus généralement pour les financements par la BEI? Well, the EIB in the Affordable Energy Action Plan is mentioned around 30 times.
So I guess that you're referring to the part of the, I think it's action number 6 or 5 or pillar 5 or 6, where there is a reference to clean energy and research and innovation. And EIB certainly can play a role there. There are active instruments that are already in place. TechEU is one of them. The Innovation Fund, which is, of course, a Commission fund, but we have a mandate by the Commission to offer advisory services to take investment, let's say, ideas and mature them so that they can go and apply for this critical grant elements that can take, let's say, take them through this stage, which is called demonstration stage. So the mechanisms are there, and the EIB is, of course, ready, and we already have a number of operations in the area of clean energy and low carbon fuels that are looking at scaling up, are looking at second generation, third generation fuels, not with my team, with other teams, but we are there and waiting. Et je voudrais aussi avoir l'opinion de Christophe Béguinet, notamment via ses nombreux mandats, notamment à la tête d'un conseil d'administration, notamment sur les couplages gaz-élec et pour le développement des solutions énergétiques propres. J'ai envie de dire, on va, indépendamment des efforts de sobriété, d'efficacité énergétique, on va devoir réduire notre consommation d'énergie de façon absolument drastique, puisqu'on va devoir se priver des énergies fossiles. En tout cas, on est clairement engagé dans cette voie. Et donc après, on va devoir faire avec des énergies électriques décarbonées, on en a parlé tout à l'heure, et puis des solutions gaz et hydrogène décarbonées. Ça sera plus compliqué, ça sera plus cher. Et on sera sous une contrainte économique au final. C'est-à-dire qu'il va falloir se priver d'un pétrole qui est vraiment pas cher, d'un gaz qui a été, il y a encore pas très longtemps, vraiment, vraiment pas cher, et on va devoir faire avec des ressources qui vont être plus chères. Donc il va falloir optimiser. On n'était pas habitué à optimiser. Moi, j'ai connu l'époque où l'électricité faisait la guerre au gaz et réciproquement, où les énergies renouvelables faisaient la guerre au nucléaire et réciproquement. On va devoir utiliser les ressources dont on dispose, et on les connaît, on en a parlé durant cet après-midi, de la façon la plus efficace possible, parce qu'elles vont être plus chères de toute façon. Donc, ce que tu évoques au travers du couplage gaz-élec, j'ai essayé de l'évoquer tout à l'heure en disant il y a une décision politique, des décisions politiques qui vont devoir être prises. C'est qu'il va falloir utiliser le gaz qu'on utilisera, et je suis d'accord pour dire que de toute façon on en utilisera, mais de la façon la plus optimisée possible, dans un système global. Ce travail n'est pas fait, donc j'ai pas de réponse. Il n'est pas fait. Et quelque part, c'est un des fils rouges de cet après-midi, c'est que ce travail, et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais de planification, d'organisation, d'optimisation, il est à faire. Le gaz a sa place, il n'y a aucun doute. Il n'a pas toutes les places qu'il a aujourd'hui, c'est-à-dire on n'utilisera pas le gaz partout où il est utilisé aujourd'hui. Ça a été dit, il y a des process industriels, peut-être qu'on donnera la priorité à cet usage-là, peut-être à d'autres, mais il va falloir optimiser globalement le système, prendre les meilleures solutions pour tel ou tel usage, appréhender les infrastructures dans cette organisation-là, et on sera en capacité de disposer d'une énergie la plus compétitive possible au regard de ces contraintes-là. Mais le travail est à faire, et il n'est pas simple. Merci beaucoup. J'aurais une question sur le Grid Package. La Commission européenne a lancé l'initiative Energy Highways, autoroute de l'énergie, comme colonne vertébrale de la souveraineté énergétique européenne. Donc, comment en particulier le corridor H2Med incarne-t-il cette nouvelle génération d'autoroutes de l'énergie, capable de transformer d'importants flux transfrontaliers en une réalité industrielle pour les territoires? Oui, alors donc c'est le projet H2Med Barmar, c'est vraiment un bel exemple de, on en a parlé tout
tout à l'heure, c'est un exemple de solidarité entre les pays et de coopération européenne. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est de transporter de l'hydrogène produit au Portugal, en Espagne, à travers la France, pour aller vers l'Allemagne. Donc on est vraiment dans un projet de coopération européenne et d'intérêts convergents entre ces 4 pays. Aujourd'hui, on travaille au quotidien avec 5 TSO, donc Rennes au Portugal, Enagaz en Espagne, Terega et Natran en France et OGE en Allemagne. Donc il y a un énorme volet de coordination entre nous. Et effectivement, ce projet, aujourd'hui, c'est un challenge, mais il avance. On bénéficie de subventions européennes, donc on est en train de mener des études d'ingénierie, notamment sur le projet Barmar, donc qui est la canalisation qui va relier Barcelone à Marseille. Donc c'est une canalisation offshore. On va avoir la concertation préalable de la Commission nationale du débat public très prochainement en France, de manière similaire aussi en Espagne. Donc on est engagé aujourd'hui dans tout le volet technique des études. On avance comme le planning le prévoit. On est engagé dans la partie concertation et donc le dialogue avec les communautés locales. Et donc pour l'instant, on est dans les temps. On travaille étroitement avec les autorités compétentes et notamment avec la DGEC en France pour obtenir le planning. Donc c'est un projet qui avance et qui nécessite cette coordination. Là où on a aujourd'hui des vrais challenges, mais je n'y reviendrai pas sur la question du financement et de ce besoin d'anticiper les futurs investissements. Ça, je l'ai dit, on a besoin d'avoir de la clarté. Et puis, on a aussi besoin d'avoir rapidement de la clarté sur le cadre régulatoire qui va s'appliquer à nous. Notamment en France, on a des discussions avec la CRE. Donc, on travaille pour la transposition avec la CRE du paquet décarbonation qui a été adopté au niveau européen. Mais c'est vrai que ce cadre-là, il a aussi besoin, en même temps, d'être coordonné entre les différents pays. Donc, c'est un challenge supplémentaire parce qu'effectivement, il faudrait aussi discuter de cette coordination-là et donc tout faire en même temps. Donc voilà, c'est un projet qui est challenging en bon français, mais qui avance. Et aujourd'hui, on a une date de mise en service en 2032, pour répondre aux besoins de Repower EU et donc de pouvoir développer 2 millions de tonnes par an d'hydrogène pour transporter cet hydrogène dans le sud-ouest de l'Europe. Well, this makes a great transition for dear Mrs. Kyriazopoulou, since even though you're after the bottlenecks, how do you deal with these bottlenecks that are reducing the modernization of infrastructure regarding different criteria? Like the need for European material to build this interconnection, how the European Investment Bank is dealing with these supply bottlenecks? Well, we sort of touched upon it in the previous session and also a little bit before, like supply bottlenecks, equipment, material are there. And they're there because we have an increased ambition. We are going from 10 to 100. And of course, we would like to be as autonomous as possible, meaning we are looking into there's a made in EU approach in a lot of the investments. But the reality is that inside EU, maybe the manufacturing capacity in certain sectors is not yet there where we would want it. So to give you an example, I'm not going to give you an example for hydrogen pipelines because we are not there yet. But I can give you an example with the electricity networks where the waiting times for transformers are 5 years, where the cables, especially the HVDC ones, you have to book a slot now, and I don't know if the slot will be before my retirement or after my retirement. So that's where we are. So it's not just about planning
it's not just about coordinating. It's not just about having all the arsenal that we have, especially in electricity grids. I use them as an example because they're a linear infrastructure. So where we have all possible products, finance products, the market is mature, and we have reached this bottleneck. So the manufacturing part and the capacity also of the operators to implement these investments and the capacity of the permitting authorities is not just about simplifying and saying we will not do this permit. It's also about having the right people in the right numbers. So we need to rethink all of that if we want to deliver by 2030 what we have set as a target. And we are already behind. So I think that the coordination is welcome. New financing ideas are always, and there's room for improvement. But if you have, I'm an engineer again, if you have one resource in the chain that is constricting you, that defines the pace. Thank you. That was very clear. I go into the last question of the second team regarding the grid energy package and how we share costs. Donc, dans le grid energy package, on voit émerger une logique où les bénéfices des réseaux dépassent le strict réseau transfrontalier. Donc, comment, selon vous, faire évoluer le partage des coûts pour refléter ces bénéfices élargis? Faut-il aller vers des mécanismes de type valeur système, bénéfices régionaux, notamment qui sont intégrés aux méthodes d'allocation au-delà des seuls flux transfrontaliers? Donc là, je m'adresse à Terega puis à Christophe. Bon, là, sur ces questions d'allocation des bénéfices et des coûts, on a effectivement un cadre qui est expliqué dans la TEN-I et c'est des discussions qui sont faites entre régulateurs, qui bénéficient de quoi et qui doit supporter les coûts. Ce que je peux dire, c'est que on a l'impression, et c'est ce qu'on cherche aussi à modéliser dans le cas de notre projet H2Med, c'est que ce type de projet, il est certainement porteur de bénéfices des flux d'hydrogène. Il est certainement porteur de bénéfices pour l'Allemagne en termes d'industrie, parce qu'on va chercher à approvisionner l'Allemagne avec de l'énergie, de l'hydrogène compétitif. Certainement porteur de bénéfices pour l'Espagne. Mais il est aussi, et c'est tout l'enjeu va être dans quelle mesure, il est porteur de bénéfices pour la France, dans la mesure où certains producteurs vont aussi pouvoir se connecter à ces tuyaux et donc pouvoir bénéficier de ces tuyaux. Et de manière plus générale, en fait, ce type de projet va permettre le changement d'échelle de l'hydrogène et donc de réaliser des économies d'échelle et donc de réduire le coût de l'hydrogène pour tout le monde. Et donc la France va indirectement bénéficier de tout ça. Donc je pense que voilà, il y a toutes ces questions qu'il faudrait certainement modéliser et on rentrera dans ces discussions-là avec les régulateurs et les États membres. Et donc effectivement pouvoir se projeter et ne pas uniquement se fonder sur une approche de flux parce qu'en fait aujourd'hui on ne sait pas ce que seront les flux de demain de l'hydrogène. Donc je pense qu'il y a toute une réflexion à mener autour de ça qui n'est pas facile et voilà, il faudrait effectivement mener les études nécessaires pour vraiment déterminer qui bénéficie de quoi et qui doit supporter quel coût et comment on se répartit la facture pour ce type de projet. Merci beaucoup. Christophe, tu souhaites réagir? Oui, au sein de cette enceinte, ça fait quelques semaines qu'on a engagé les travaux sur la base du texte proposé par la Commission sur le paquet européen sur les réseaux. Tout le monde est conscient du besoin de clarifier effectivement comment sont affectés les coûts et les bénéfices. Et tout le monde est conscient qu'on n'y est pas. Là, je suis d'accord. On voit que la montagne est un peu devant nous. Et je reviens à la remarque qui a été faite sur les réseaux de distribution. Il y a aussi un enjeu dans la solidarité sur les infrastructures qui dépasse, parce qu'on regarde ça très aisément au niveau des interconnexions. C'est facile, les intercos, parce que ça parle à tout le monde, c'est un gros machin.
Mais il y a les réseaux de distribution qui sont un sujet majeur, notamment pour les anciens pays du bloc de l'Est, on va le dire comme ça. L'Allemagne est très sensibilisée à cette question. Quand vous prenez les réseaux de distribution de l'ancienne RFA et les réseaux de distribution de l'ancienne RDA, c'est pas pareil. Et donc il y a un appel à de la solidarité également pour des réseaux de distribution et pas seulement pour des interconnexions qui sont dans le grid package. Et donc ça passera forcément par autre chose que le strict financement des infrastructures d'interconnexion par les interconnexions elles-mêmes. C'est plus global. On l'a abordé dans la table ronde tout à l'heure, il y a des vrais enjeux de solidarité, évidents. On les partage complètement, on les appelle de nos voeux, mais il va falloir trouver des mécanismes qu'on ne connaît pas, qui n'existent pas. En tout cas, c'est le point de vue du CESE aujourd'hui qui se dégage, parce que, encore une fois, ça n'est pas les seules interconnexions qui sont concernées par le grid package. Merci. On passe au dernier thème, deux dernières questions avant de laisser questions au public. S'agissant du cadre régulatoire de l'hydrogène, de la synchronisation avec l'Union européenne et des risques de désalignement. Donc, comment éviter un patchwork de règles nationales qui empêcherait l'émergence d'un marché de l'hydrogène qui est réellement intégré et au risque de nous répéter, faut-il des éléments plus prescriptifs au niveau européen? Pour Madame Aoun. Alors, faut-il des éléments prescriptifs au niveau européen? Je pense qu'on a déjà un cadre au niveau européen qui est le paquet décarbonation sur l'hydrogène, et donc qui donne quand même un bon cadre, et on est très content qu'il ait été adopté. Maintenant, le temps est à la transposition nationale. Il y a des sujets quand même qui sont assez techniques qu'on est en train de discuter aujourd'hui. Déjà qu'on soit certifié HTNO pour qu'on puisse effectivement développer les projets. On discute de la méthode tarifaire. Est-ce qu'on va appliquer la même méthode qu'on applique sur le gaz alors que là on est sur un marché naissant? Comment est-ce qu'on va se répartir les coûts? Est-ce que finalement ça va être dans le territoire, tout le monde va payer le même tarif pour l'hydrogène, ou est-ce qu'on va finalement avoir une approche par hub? Comment on va répartir les coûts entre les consommateurs domestiques et ceux pour le transit? Donc il y a de vraies questions, je pense, qui relèvent de discussions nationales. Mais pour autant, il y a besoin de coordination. Et encore une fois, là, on doit le faire en même temps. Parce qu'on est en train de développer des interconnexions en même temps. Et effectivement, l'Espagne est en train d'avoir ces discussions au niveau national. L'Allemagne aussi, même s'ils sont plus avancés. Il y a des questions sur l'équilibrage des réseaux d'hydrogène, qui est quand même une question assez complexe, qu'il va falloir aussi qu'on étudie. Et surtout, le stockage. Nous, on travaille beaucoup sur le stockage. On a des projets de stockage. Il faut aussi réguler le stockage. C'est dans la directive. La question sur le stockage, c'est comment est-ce qu'on va utiliser ces stockages pour des besoins de sécurité d'approvisionnement, pour la flexibilité des électrolyseurs. Comment est-ce qu'on contribue, le système électrique contribue à rémunérer le stockage d'hydrogène. Est-ce que le stockage a un rôle clé pour l'équilibrage des réseaux de transport? Et donc tout ça, c'est des questions aujourd'hui qui doivent être discutées au niveau national, sans pour autant, je pense qu'il faudrait aussi avoir une coordination à l'échelle européenne. Au niveau européen, il y a les high-level groups qui existent, et donc il y a des instances de discussion, mais on pense qu'il faudrait effectivement que cette discussion ait lieu et cette coordination ait lieu, d'autant plus que le délai de transposition, il est pour le mois d'août 2026. Donc c'est vrai que il faudrait aussi avoir cette coordination certainement à l'échelle européenne pour qu'on ne regrette pas certaines règles et que ça ralentisse pas certains projets. Et je me permets de vous relancer sur la dernière question. Dans le contexte des conclusions du 10e Energy Infrastructure Forum, des travaux conjoints de l'ENOH et de l'ENTSOG sur les critères du repurposing des infrastructures gazières, donc la Commission européenne cherche à encadrer la reconversion des actifs existants vers l'hydrogène afin de réduire les coûts. Dans ce cadre, comment, selon vous, l'Union peut sécuriser sur le plan régulatoire et financier le repurposing des infrastructures gazières vers l'hydrogène? À vous. Pour moi, cette question, elle est d'ordre national. En fait, on a déjà parlé de la question de la conversion. Aujourd'hui, la CRE, on est en train de travailler sur des scénarios de demande. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui me paraît plutôt
de l'ordre de... Parce qu'en fait, on n'est pas dans une application d'un modèle à l'échelle européenne. Je pense qu'il faut prendre en compte l'utilisation et les besoins des réseaux adjacents pour le système gazier et voir ce qu'on a dit tout à l'heure, de quelle canalisation on pourrait avoir besoin pour répondre à des besoins transfrontaliers gaziers et donc éviter que cette canalisation soit convertie. Donc il y a là aussi un besoin de coordination, mais de là à dire que c'est quelque chose, que cette conversion doit s'imposer depuis l'Europe, je pense que voilà, il y a je pense que voilà, il faut prendre en compte les besoins transfrontaliers pour maintenir le réseau gazier. Et après, c'est des discussions qui doivent avoir lieu effectivement au niveau avec le régulateur et les TSO concernés. Christophe, tu aurais des remarques sur ce dernier sujet? Non, complètement d'accord. C'est la coordination, mais pas plus. Et pour la Banque européenne d'investissement, s'agissant du rapport de l'NOH et de l'ENSOG sur les critères de repurposing des infrastructures gazières, même si vous interagissez en aval, comment est-ce que vous anticipez à long terme le fait de financer ces reconversions d'actifs à long terme? Sorry, I'm not sure I understood the question. So is the question whether the conversions can be funded or financed? At the European Investment Bank, do you have a planning regarding this need of financing regarding long-term needs to transfer transmission lines to hydrogen? Let me just say the following. So for the moment, when it comes to gas pipelines, what we have is legacy operations, because in 2020, we went ahead with the Climate Bank roadmap, which basically prioritized, the resources of the European Investment Bank are quite significant, but not infinite. So in terms of energy, we prioritized the part of the exercise that leads to decarbonization. So we stopped, we suspended, if you want, financing to fossil fuels since, I think, 2020. And what we have now is legacy pipelines, which are basically also reaching their completion. Now, when it comes to repurposing, that's a very interesting aspect. So repurposing pipelines so that they can be used for hydrogen for the future, although from what we understand, it can be a bit complicated. It's not easier said than done in a way. And a robust plan to use them for hydrogen for the future, in the future, meaning that it's not just an idea that might come or might not, then this is something that we look into.